Première chose, c'est parce que Vigneux était quand même bien concerné par le projet de Notre-Dame-des-Landes. On l'appelle projet de Notre-Dame-des-Landes, mais en fait, il y a 400 hectares sur la commune de Vigneux. 400 hectares, qui est à peu près la surface de l'aéroport actuel à Nantes-Atlantique. Et le projet ce qui était prévu, c'était de multiplier par 3 les surfaces, donc 400 hectares sur Vigneux. Donc on est quand même très concerné dans notre commune. Et moi, je voulais savoir, le premier thème, c'est comment est-ce que vous avez eu conscience de ce projet? Moi, je me souviens qu'on est arrivé, nous, en 1979, je ne dis pas de bêtises, et en fait, c'était dans l'air, ce projet, mais il était aussi dans les tiroirs, parce qu'il a été dans les tiroirs de 80 à 2000, il est ressorti en 2000. Donc vous, comment est-ce que vous avez eu conscience de ce projet? Est-ce que vous vous souvenez? Moi, j'étais dans le spectacle, et que mon premier spectacle, j'étais technicien avant d'être comédien, et qu'on a joué 180 fois un spectacle qui s'appelait La sueur du soleil, dans tout le département, et c'était contre l'expropriation des terres pour Notre-Dame-des-Landes. C'était en quelle année? À l'époque, on ne disait pas l'aéroport, on disait l'expropriation des terres. Et il y avait déjà Alain je sais plus comment il s'appelle. Godin. Et donc j'ai joué 180 fois et on faisait un débat à chaque fois. À chaque fois. Et c'était en quelle année? Donc c'est pas 79, hein, moi j'étais imprégné bien avant. 1976. 75. Et le spectacle avait été créé en 1971. Ah oui. Et c'était à Vigneux, hein. C'était à la Pâquelette, très exactement, c'était à Blenetier. Nous, quand on est arrivé en 76, les agriculteurs barraient les routes et ils avaient fait un rassemblement sur le chemin de Suez. C'était la vente de la première ferme qui a été achetée, je crois, la ferme où était Roland. C'était la première achat de terre, je crois. Et là, je me rappelle qu'il y a un huissier qui était resté sur le pont qui passe sur le Gève, là, en partant de Vigneux. Et il y avait un huissier qui était là, resté, puis il y avait des gendarmes déjà. C'est la première fois qu'on entendait parler du projet. D'autres Guy, vous étiez en plein sur la zone, vous, alors. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Guy Monet. Donc, on a fait construire en 70, là, au carrefour de la Sauce. À la Sauce, et 2 ou 3 ans après, on commence à en parler. Et puis, finalement, pendant 20 ans, ou même plus, 25 ans pratiquement, il n'y a plus rien eu. Donc, et ça a été relancé par Jospin en 2000, par là. 2000. À ce moment-là, ça a vraiment pris... Voilà, on va revenir avec vous tout à l'heure pour vraiment l'opération César et tout ça, je pense que ça sera intéressant. Patrick Terrien, voilà, moi j'ai appris, il y avait des soupçons déjà fortement, parce que moi j'habitais Tralières, et j'avais un collègue qui habitait à Vigneux, qui est la maison qui fait l'angle avec le rond-point qui descend sur le garage, enfin anciennement garage, voilà. Et un jour il me dit, je vends ma maison. Je lui dis, bon, tu la vends parce que il me dit, oui, parce qu'il va y avoir un aéroport, moi je vends tout de suite, etc. Et de Tralières, je suis parti en 84 pour acheter un terrain à la Pâquelette. Et je me suis dit, l'aéroport se fera certainement pas... Bon, je devrais avoir un don divinatoire. La section locale a été très active dès les années 2001-2002. Section locale de Vigneux, parce qu'en fait, la CIPA, il y avait des sections locales qui se sont mises en place. Et celle de Vigneux a été particulièrement active dès 2001 avec Vincent, Jean-Yves Massé, et Jean aussi, qui ont participé au CA de la CIPA dès ces années-là, avant que j'arrive aussi. Et voilà, Vincent, tu voulais raconter des choses à ce niveau-là, ou peut-être après? Moi, Vincent Châtelier. En fait, moi, j'ai découvert l'existence de cet aéroport parce que je suis de Saint-Étienne et du coup, on entendait parler du projet d'aéroport à l'époque. Et du coup,
quand j'ai acheté, j'ai dit, quand même, je suis renseigné, on ne peut même pas acheter n'importe où. Te sentant parler de... Et j'avais appelé la mairie de Notre-Dame qui m'avait dit ah oui, mais on ne donne pas d'informations parce que c'est qu'un projet. Elle m'avait balancé une carte et les pistes n'étaient pas vers ma maison. Je dis bon, j'achète à Vigneux, j'y vais, pas de souci. Donc ça, c'était la première fois que je me rendais vraiment compte qu'il y avait quelque chose. Et puis après, j'ai fait partie de Bien Vu à Vigneux, un peu par hasard, mon voisin étant Michel Drouin. Et puis, je voyais bien que Michel Drouin, à l'aéroport, ça ne tracassait vraiment pas du tout, même. C'était quoi, Bien Vivre L'association Bien Vivre à Vigneux, il y avait un projet de centrale d'enrobé. Moi, je ne suis pas bon parce que je ne connais pas bien le début de l'histoire de ça, mais c'est dans... Moi, je suis arrivé en 95, c'était un petit peu avant. Je n'ai pas de date là-dessus. Et donc, l'association Bien Vivre à Vigneux a été créée pour empêcher l'implantation de cette centrale d'enrobé aux Quatre-Nations. C'est M. Richard qui avait vu un panneau. Et qui... Voilà, moi je ne connais pas l'histoire de Alors, ça. excusez-moi, il faut éviter de faire des... Il vaut mieux que si tu veux compléter... Voilà, allez-y. Voilà, parce C'est que un voisin, M. Richard, qui avait vu un panneau, et justement, on parlait, qui était à moitié affaissé dans un fossé, où on parlait de cette histoire d'usine d'enrobé, et tout de suite, il était monté au créneau. Voilà, ça c'était donc pour l'historique de Bien Vivre à Vigneux. Oui. Et du coup, c'est M. M. Escomel qui a été un des premiers présidents de cette association. Ça fait partie du CA d'Acipa très vite, toi. Ça fait partie du CA d'Acipa très vite, en fait. Et donc, Bien Vivre au départ, et après j'ai dit, ben non, moi, Bien Vivre, ça ne me complaît pas, et Michel Drouin me dit, tiens, il se passe un truc à Notre-Dame, ils vont créer une association, et j'arrive ici, je me vois encore, la salle était bondée, c'était en 2000, je ne sais pas la date précise, on peut la retrouver, et c'était la première assemblée générale de la création d'Acipa. Et on ne pouvait pas rentrer, tellement il y avait de monde dans cette pièce, il y avait Caillou qui était là, le président, il y avait certains membres qui sont encore... Et je me souviens de ça, et c'était un moment important, parce que surtout avec le recul. Et donc j'ai été adhéré, j'ai encore la carte de ce jour-là. Et donc quelques années après, alors, pour la petite histoire, la section locale de Vigneux n'a pas été créée dans toutes les premières. Ça a été Notre-Dame tout autour, et à Vigneux, ça pourrissait un peu. Alors je ne sais plus comment je les ai su, j'ai dit... Quand même, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais plus comment ça s'est fait. On s'est rassemblés. Il y avait, comment il s'appelle, le gars qui avait une bibliothèque à Saint-Nazaire, on en a parlé un jour. Lambert. Alors Lambert qui a dit il faut qu'on fasse quelque chose, on a fait des courriers. On s'est rassemblés et on a créé la section locale. Donc Jean-Yves Massé avec moi, qui a trop envie, mais bon, on s'est dit ça. On a créé un petit assaut en fait, à l'échelle. Et puis c'était la section locale de Vigneux. Et puis assez vite, pour des raisons, on ne rentrait pas trop dans les détails, mais j'ai accroché avec Caillot, c'est le prénom, je ne sais plus, Joseph Caillot. Et puis il m'a invité à venir au CA. Le CA, c'était les assemblées générales qu'il y avait tous les mois de la CIPA. Des réunions assez compliquées, assez vite, parce que, un petit peu politisé qu'il était, M. Caillot, il paraît. J'ai su qu'il y avait des arrière-pensées politiques, PS entre autres, et qui sont devenues très, très vite animées. Mais c'était vraiment la création de l'histoire de la CIPA et son bureau. Et du coup, on était invités. Bizarrement, on ne faisait pas partie du bureau et on était invités parce que... Et en fait, il avait compris que je le soutenais alors que je ne le soutenais pas, mais bon, bref, je le soutenais. Et du coup, il se servait de moi. Il faut le dire quand même. Et puis la section locale, après, on a dit il y avait donc de la distribution à faire, on animait la vie, la communication de la CIPA vers les communes réciproques. Donc on s'occupait de Vigneux. Et donc il y a eu une remorque qui est arrivée, qui a fait qu'on a animé au niveau du Super U, on demandait l'autorisation du gars du Super U pour à l'époque, il y avait l'école le samedi matin, et donc on allait là et on se montrait, on disait un projet d'aéroport, et les gens apprenaient que du coup, des gens qui venaient pour nous aider un peu, parce qu'on débutait un peu dans l'histoire, on n'avait pas trop d'historique. Et puis après, on a fait des assemblées générales de section locale, c'était quand même très fort ça. On était les seuls d'ailleurs.
Pour vous dire que c'était très dynamique à Vigneux. Et puis, bon, c'est vrai qu'à un moment, ça s'est un peu essoufflé. Mais on a toujours été très, très dynamique pour les peintures sur les routes, les affichages sur les ponts, les peintures sur les dos de pancartes. Ça a bien bougé, mais on aimait bien ça, c'était le dimanche soir. Voilà, donc... La section locale est effectivement très active et vraiment jusqu'en 2018, on a fait des réunions quasi mensuelles. Hein. Ah bah oui, on avait un planning de salle. On était reconnus par la mairie de Vigneux. Voilà. Alors d'autres gens, tu veux raconter peut-être, ou je sais pas, comment est-ce que vous avez, Bernard, vous étiez aussi tout près de la zone là-bas. Comment est-ce que tu as... C'est Bernard Dick. On était près de la zone. Alors comment c'est venu, en fait, comment on l'a su, je ne sais pas trop. Quand on a acheté déjà. Mais quand on a acheté, on savait qu'il oui, il y avait déjà un projet d'aéroport, mais qui datait quand même de la guerre. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Et vous, Donc, vous avez acheté en quelle année? Quelle année, oui. c'est une bonne question, ça. Ça fait 50 ans. Pas 50 ans. Ben si qu'on a acheté le premier. Ah oui, peut-être, oui. Ça fait 50 ans. Moi, je suis né en 60. Non, mais on l'avait acheté en maison. J'étais jeune, j'avais acheté. On l'avait acheté en maison. à la fois, on n'entend rien. Non, mais où ça s'est concrétisé, ben, c'est dans les années, je sais pas, dans les années 2000, quoi, où vraiment ça s'est relancé. Parce qu'avant, on n'y croyait plus. Depuis le temps qu'il était sur les rails, ce truc-là. Puis comment on était impacté quand même. Bah oui. D'autres... La carriole, Jean, elle est née comment? Je ne sais pas comment elle... Jean? Je sais pas comment elle est née, la carriole. Ah. Je sais qu'elle a atterri chez nous. Par contre, je sais que pas longtemps après la création de la section de Vigneux, Vincent nous disait Caillot, il ne faut pas le laisser faire. Et il faut bouger parce que, en fait, il ne tenait pas compte des réunions de CA, il négociait tout seul. Ouais. Bon, derrière, je crois qu'il y avait un projet de placer son fils dans un rang assez élevé au niveau du PS. Mais je crois que c'est la vérité, alors je peux le dire. Donc, et puis moi j'étais adhérent, je ne sais plus combien, numéro combien, 50 ou... Donc on était dans le début. Et là, un jour, je me suis dit, il faudrait faire des choses au niveau juridique. Donc j'étais à une réunion de CA, et j'ai parlé de ça. Pas longtemps après, j'ai eu la visite de Joseph Caillot, président, qui m'a dit, écoute, on va monter une section juridique, tu vas la diriger, et patati, patata. Donc j'ai dit, ben non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Nous, on travaille à plusieurs, et on va pas faire comme ça. S'il y a une commission juridique de créer, ben, ça va se créer ensemble, ça ne va pas être nommé comme ça responsable d'une commission. Donc ça a été les premiers contacts. Après, il est repassé quelques fois à la maison, en vantant qu'il paraît qu'il était un type bien, Jean Leloup, c'était un type bien. Il a dit ça à Christiane, mais elle ne croyait pas. Et il t'a dit, ce mec-là, il ne mangera jamais chez nous, je te le dis. Et en fait, pas longtemps après, eh bien, on a décidé d'aller destituer Joseph Caillot de son mandat. Et donc, on a créé des élections. C'est quelle date, hein? C'est quoi ça? Je ne sais pas trop. Bah, ça s'est passé à la prochaine, ça c'est sûr. C'est quelle année? Il faisait chaud. J'ai mon cahier. Je dois... Et donc, il y a eu une réunion de CA. Et là, bon, c'était un peu mieux aussi, parce que qui veut prendre... Il y avait des gens qui voulaient bien prendre la présidence, mais qu'on ne connaissait pas. C'est aussi que moi je me souviens, Joseph Caillot, en fait, je me souviens au boulot avoir lu un article de Ouest France. En fait, lui, il défendait aussi l'idée d'un aéroport ailleurs. À Guémené. À Guémené, et voilà. Et donc, je veux dire, ça n'a jamais été exprimé en CA. Donc c'est ça aussi qui a fait que, voilà, il a été mis en minorité. Est-ce qu'on peut avancer sur le sujet des prises de conscience? On passe à la suite, la section locale donc, de la CIPA qui a été très active. Jean aussi a été coprésident de la CIPA. On a été tous les deux à un moment, hein, les Vignolais. Vice-président et coprésident après avec Claude. Hervé Hubert et Claude Collard.
On peut se souvenir aussi... Comment Eric, tu as... Eric? Ouais. Pardon, donc je me lève quand même. Donc Éric Jean, voilà, donc j'ai habité Vigneux un certain temps. Parlez assez fort. Pendant une trentaine d'années. Donc moi, il y a deux moments sur la prise de conscience de l'aéroport. La première fois, c'est quand j'étais à la sortie de l'école, puisque je travaillais à l'école, recruté somme toute pour aller à l'Assemblée Générale dont tu as parlé tout à l'heure, où effectivement ici c'était plein, c'était absolument infernal, quoi. Bon, et puis la deuxième fois, c'est quand en visitant la mairie avec les gamins, le maire nous présente la surface de la commune sur un plan, quoi. Il y avait toute une zone grise au nord, et puis il dit voilà, il y a les deux bourgs, etc. Il présente tout ça. Et puis je dis, qu'est-ce que c'est cette zone grise? Moi, je savais bien ce que c'était, pour qu'ils le disent aux gamins, quoi. Et là, il y avait quand même une espèce de censure de la municipalité par rapport à ça. Alors c'est moi qui ai été obligé de dire, vous voyez, tout ça, ça va être pris pour faire un aéroport. Vous voyez, toutes les haies, tout ça, ça va être rasé aux gamins. Voilà. Donc c'est comme ça en fait que l'aéroport pour moi ça fait. À l'époque c'était qui? Le maire s'appelait un monsieur Ménager. Claude, nous en juste attention avec les chaises. Ouais. D'accord. Oui, c'était... Alors, d'autres interventions. On peut parler des difficultés du début de la lutte. Rappelez-vous, quand même de 2000 à 2006. 2006, ça a été la première fresque humaine. 25 juin 2006, où on a écrit aéroport non, où là il y avait 5000 personnes. Ça a été un premier. Mais avant, qu'est-ce qu'on a ramé pour faire des pique-niques où on avait 500, 600, 700, 800 personnes? C'était quand même très, très, très compliqué de faire bouger les gens. Donc, est-ce que vous avez souvenir de cette période-là, ou est-ce qu'on part directement à 2006, la première fresque humaine, où ça a été quelque chose d'important? Vas-y, Jean. Il y a d'autres événements avant. Avant, quand on a changé de présidence, là, on a mis en place une coprésidence. Ça, c'est important. Et puis, on a eu vite les autres associations qui venaient, qui nous ont talonné en disant ça y est, ça recommence. On était la plus forte association. Ça recommence, ils gardent leur truc à eux. Et nous, dans l'idée, c'était, avec Claude et Hubert, et Hervé Hubert, c'était d'abord structurer la CIPA, un peu plus, donner un peu plus de force, pour après travailler avec les autres associations. Oui, effectivement. Il y a eu un gros travail de fait. Oui. Puis après, ça s'est ouvert. En 2004, oui. On a créé la coordination des associations. Oui. Au début, c'était vraiment difficile. Ouais. Puisqu'il y en a qui disaient, ça y est, ça recommence comme Caillot, ils centralisent tout, alors qu'on voulait structurer quand même un peu plus la CIPAC. Et après, ça s'est ouvert aux autres associations. Il y a un bon travail de faire après. Et donc je reviens à la première fresque humaine, elle a été effectivement organisée par la coordination en 2006. Vas-y. Bonjour, Patrice Cateau. Je voudrais juste vous faire un rappel sur ces petits pique-niques. Et donc l'un d'entre eux se déroulait dans un champ, nous étions avec le mari. Et donc il n'y avait pas grand monde parce qu'il pleuvait. Il n'y avait pas grand monde, alors on était chacun dans notre coin et les journalistes étaient venus. Et je voulais dire un mot sur ces journalistes. Donc, comme il n'y avait pas grand monde, on s'est trouvé, comme nous, on était au milieu d'un champ. On était une cible idéale, bien éclairée, tout, bien. Et donc, j'ai eu France 3, Pays de la Loire, une journaliste qui a essayé de me faire dire pourquoi j'étais là, etc., etc. Donc tout allait bien. Puis après, donc, cette interview qui est passée dans France 3, qui m'a valu d'ailleurs quelques histoires après, il y a un deuxième journaliste qui est venu, et qui était de la chaîne LCI, et comme il avait vu que j'avais accepté la première interview, il m'a dit, est-ce que vous voulez répondre à mes questions? Alors je dis, bah oui, pourquoi pas. Hein. Et cette personne, que j'ignore, avait des questions totalement orientées pour que je réponde oui à l'aéroport. Ah bon. Tout était fait pour que
j'arrive à lui dire que je n'étais pas dans l'aéroport, alors j'étais contre. Et au bout de la 12e, il a commencé à m'énerver, parce que je le voyais bien venir, alors à chaque coup je le voyais, et j'ai fini par lui dire, écoutez monsieur, dites-moi ce que je dois dire, parce que là, vous êtes en train d'essayer de torpiller ce que je pense vraiment. Et il m'a dit, monsieur, vous prenez mon honneur de journaliste en jeu. Et je lui ai dit, bah oui, parce que là, vous avez que des questions orientées, et vous ne pourrez pas avoir un reportage vraiment neutre sur ce qui se passe vraiment sur cette zone. Et il m'a dit, oui, non, oui, je comprends, donc vous pensez que je ne fais pas mon travail. Je dis oui, exactement. Et je lui dis, c'est sur quelle chaîne? Alors il me dit, sur LCI. Moi je dis oui, j'ai aucune chance. En plus, à l'époque, LCI était codé, enfin on ne pouvait pas le voir. Alors j'ignore. J'ai eu une phrase. Voilà. D'autres interventions? Je ne sais plus, c'est dans les champs. Après la première fresque de 2006, les rassemblements ont augmenté, sont montés en puissance. Hein. Et la section locale de la CIPA de Vigneux s'est beaucoup investie dans notamment, rappelez-vous, dans les gardes de nuit. Je ne sais pas si Jean-Paul ou vous en faisiez partie, sur les parkings, les gardes de nuit, Philippe. On faisait des tableaux pour savoir qui allait dormir là-bas. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Vincent, sûrement, Philippe? Oui. Vincent me disait, tu te souviens, parce qu'effectivement, dans les premiers pique-niques qui étaient organisés... alors, Philippe Blou. Et dans les premiers pique-niques qui étaient organisés, il fallait faire de l'animation pour les enfants. Oui. Et nous, on avait donc... sur Vigneux, on prenait tous les ans, ça durait 2 ou 3 ans, un but de football, parce qu'on était à l'ESV à l'époque tous les deux, et avec les footballeurs montés sur pieux qui basculaient. Alors on s'occupait, on n'avait pas de filet dans les buts, donc il fallait chercher les ballons à chaque fois, parce que les gamins ils tapaient. Donc on faisait ça, puis la pêche à la ligne. Et ça, on l'a fait... je sais pas si tu te souviens, 2-3 ans. Oui, je pense. Avec ça, c'était... Hein, je ne sais plus. On y était tous les deux, c'est sûr. Oui, on y était à tenir ça, donc ça marchait bien. Et puis après, effectivement, ça montait en puissance, et les pêches à la ligne, ça a été fini, et les footballeurs aussi. Et bon, après, il y a eu effectivement la notion de sécurité. C'est vrai que c'est un poste, je dirais que personne n'en voulait, mais il fallait effectivement qu'il y ait des gardes qui soient menés, puisqu'il y a eu... à une époque, puisqu'on louait énormément de matériel à la mairie de Vigneux, et une année, il y a eu un stand qui a disparu, et effectivement, il fallait mettre en place un service d'ordre, mais organiser une garde du terrain sur tous les nuits. Et on demandait aux gens qui habitaient pas trop loin. Voilà, alors, ce qu'on demandait, c'est que les gens, alors les costauds, et surtout que les gens aient une connaissance du circuit, une connaissance du coin, parce que quand on nous demandait des renseignements, si le gars était de Paris, je vais dire, bon, bah non, on ne sait pas. Donc, la difficulté, c'était de trouver toutes les heures 3 personnes sur les créneaux horaires qui partaient de 22h à 8h le lendemain matin. Donc, il y a eu pas mal de Vignolais qui ont fait des gardes régulières. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'incident pendant ces gardes. Jean-Paul, tu veux compléter un peu? Pas précisément, voilà, Jean-Paul Fortin. Oui, j'ai participé effectivement à ces gardes de nuit. Hein. On était assez nombreux, certains ici, Bernard également, voilà, Philippe, Pierre Bécavin qui n'est pas là non plus ce soir. Ça s'est toujours bien passé, on n'a jamais eu vraiment de soucis. Quoi. Voilà. Mais il me semblait que c'était 2 heures, non? C'est pas... Alors j'ai oublié, je pense que c'est comme à l'armée, on avait copié un peu le système de l'armée, non, c'est comme... il me semble que c'était des gardes de 2 heures, des créneaux de 2 heures. Alors les créneaux les plus difficiles, que personne ne voulait, c'est de 2 à 4. Ça, c'était extrêmement difficile de trouver des gens, voilà, et de 4 à 6, c'était un peu plus facile, mais 2 et 4... Alors parfois, il a fallu un petit peu aussi le ton quand même,
Parce qu'il y a des gens qui essayaient de pénétrer, voilà. Bon, c'était chaud. Surtout le soir, oui, en fin de soirée. Oui, alors, juste par rapport à ça, parce que moi j'étais de garde cette nuit-là, et il y a eu une année où on était jumelé avec Bure, je ne sais plus pourquoi. Il y avait une année. Et moi j'étais à l'entrée principale, et on nous avait dit personne ne doit rentrer sur le terrain. Et j'ai vu une première cantine de Bure qui est arrivée, un fourgon, bon, il me dit bah, si, parce qu'on vient pour la cuisine le lendemain matin, bon, alors, un camion, d'accord, mais c'est pas passé. Et on a dû refuser à peu près 10 camions de cantines de Bure, parce qu'ils étaient tous la cantine de Bure. C'était assez difficile à gérer ça, parce qu'ils étaient très insistants comme garçons, et c'est vrai qu'il y a eu des moments un petit peu chauds quand même. Avec des histoires de chiens dans le coffre, Vincent, tu peux la raconter quand même, parce que là, les gens, ils vont... Je l'ai raconté mardi, parce que, en fait, au début, on a fait les pêches à la ligne, et au tout premier festival, il y avait un... Est-ce que ça s'appelait un festival? Je ne sais pas d'ailleurs. C'était des petits concerts. Et il y avait un groupe, que je suis incapable de vous dire, mais qui était hyper connu, mais c'était un rock assez... Et ça venait de toute la France, parce que quand je voyais les plaques d'immatriculation, ça venait de toute la France, mais à toutes les heures, mais avec des véhicules, mais improbables. Et nous, section locale, on s'occupait des parkings. Alors ça devait être quand je faisais mes travaux en 2007-2008 à Cornell, bon bref, on s'occupait des parkings. Et donc le festival, le micro-festival à l'époque, Plancher des Vaches peut-être. Oui. Peut-être avant ou en même temps, ça s'appelait Plancher des Vaches. Et j'en vois des véhicules arriver. Ça arrive. Dans des états, tu sais même pas comment ça roulait. C'était un groupe de métal. C'était du métal, parce que c'était... ça faisait du bruit pour moi. Moi j'aime bien le hard rock, mais là ça faisait du bruit. Et ça arrivait. Et ça arrivait dans la nuit. Et ça arrivait. Et ça roulait, on ne sait pas comment, mais ça arrivait. Et les mecs, ils étaient des... Alors, je ne suis pas consommateur de choses illicites, mais ça arrivait dans des états bizarres. Et je me rappellerai toujours Thierry Rouillard, mon voisin qui était là, il m'a dit, mais ils sont bizarres quand même, nos gamins, je ne sais pas s'ils consomment des choses comme ça, mais en parallèle, on avait des enfants du même âge. Et il y a un mec qui débarque, et on garait les véhicules au mieux quand même dans le terrain, pour qu'il y ait donc les véhicules genre grands, plutôt proches du camping-car, ça ne ressemblait pas au camping-car, mais on les mettait au fond le long des haies, et puis les voitures, qui étaient plutôt des voitures de particuliers, on les mettait rangées comme il faut, comme ça se fait dans tous les parkings. Et un gars qui arrive qui me dit je vais aller là. Je dis non, ça serait bien, vu le format du véhicule, il faut plutôt se mettre là. Et il me dit non, je me mettrai là. Bon, tu vois où tu veux, on va pas se prendre la tête. Et je m'approche de lui, mais ça a été sympa. Et là, le gars, il paraissait pas sympathique, et à un moment, il ouvre son coffre. Et là, il y a 2 énormes chiens qui ont fait tout le voyage dans le coffre et qui me voient, ils se jettent pas sur moi, mais je ne sais pas pourquoi. Et là, je bouge pas. Et je pense que je suis en vie grâce à ça, parce que j'ai peur des chiens en plus. J'adore les chats, mais j'ai peur des chiens. Et je bouge pas. Mais ils étaient fous furieux, les mecs. Ils étaient fous furieux. Un grand moment. J'étais présent quand c'est arrivé, ça. Je n'étais pas sur le parking, parce que je bossais à côté. Et ce qui était extraordinaire, c'est que Vincent, quand il prend quelque chose à faire, il est carré. Il le fait. Flag aussi, d'ailleurs. Et donc là, ça marchait bien. Et il était... Enfin, eux, ils étaient un peu... Enfin, ils avaient du recul, mais toi, pas du tout. Il n'avait pas du tout de recul. Et quand il a ouvert... Oh, ben là, il était cassé après. Mais... les chiens, ils n'étaient pas méchants. Le mec, il n'était pas méchant. Mais il avait voulu impressionner, quoi. Je me rappelle toute ma vie. Il était là. Oui. Ah d'accord. Bon, je ne savais pas qu'il était là. Je peux pas mentir. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Alors, on avance un peu. Donc, on va à la chaîne humaine. Ce grand moment, quand même, pour Vigneux. Ça a été un grand moment, parce que la chaîne humaine a vraiment traversé le cours de Vigneux. On était partie prenante de l'organisation. Rappelez-vous, on avait mis des points d'info du côté de la boucarderie, du côté de la Pâquelère, enfin, et ça vraiment, ça prenait tout le cours de Vigneux. Quel souvenir vous avez et de la Pâquelère aussi, d'ailleurs? Et la préparation, combien de temps elle a duré?
Préparation de quoi? Elle a été longue, hein, de la chaîne humaine? Oui, les panneaux, tout ça. Ah, ben si, oui, parce qu'il y avait eu 1000 panneaux sur les... Ah oui, les- ah bah oui, Ça commençait avant pas, Noël. moi, des panneaux. Tu dis, Régis? Ça a commencé avant Noël, la préparation de cette chaîne humaine. Il en reste encore. J'ai encore travaillé des panneaux la semaine dernière. C'était énormément de réunions d'ailleurs qui avaient lieu à Guinouette. Oui, absolument. Ah ouais. Alors, le jour même, il y a André qui était dans l'hélicoptère. Christiane, vas-y. Non, c'est Non, pas ça. j'ai- non, tu voulais montrer que... Allez, André, à toi. Tu nous racontes la chaîne humaine vue d'en haut. Alors, la chaîne humaine, voilà, SIPA m'avait sollicité pour faire des photos aériennes de la chaîne humaine. La SIPA avait loué les services d'un hélicoptère, qui était un gros budget quand même, parce que c'est très cher. Et donc un hélicoptère, un écureuil est venu ce jour-là pour faire la mission, quoi. Donc j'ai décollé avec cet hélico, on a fait notre tour, et puis c'était impressionnant, quoi. C'était super, hein, parce que il y avait vraiment, c'était plein partout. Il y avait quelques petites cassures, mais vraiment minimes, quoi. C'était des cassures sur 30 ou 50 mètres, et parfois il y avait des endroits où sur 200, 300 mètres, il y avait 4 ou 5 rangées de jantes, quoi. Donc les autres, là, Mustière, la compagnie, là, ils ont voulu récupérer toutes les petites parties qui étaient tous les trous, quoi, en disant ils sont même pas capables de faire une chaîne humaine, de faire tout le tour des deux communes, quoi. Enfin, et en fait, c'était pas ça du tout. Il y avait largement la quantité de personnes pour le faire, quoi. Et puis donc cet hélicoptère, on a fait ce boulot-là, puis on se posait dans un champ, et est arrivé un deuxième hélicoptère, mais là moins sympa, c'était les flics, qui s'est posé juste à côté, et puis ils voulaient faire chier, quoi. Donc ils ont commencé à faire chier le pilote, à lui demander les papiers, machin, dire qu'il y a des trucs qui n'étaient pas en règle, ils n'avaient pas le droit de faire ci. Et puis finalement, bon, ça s'est arrangé quand même, quoi, parce que il y avait un monsieur qui était avec nous, là, qu'on appelait Papy Brossard, qui avait un terrain à la sortie de l'estuaire de Saint-Nazaire, enfin l'estuaire de la Loire, du côté Saint-Brévin. Et son terrain, il servait souvent de base pour les hélicos, notamment pour cet hélico qu'on avait loué, là. Et il servait aussi pour les policiers. Enfin, la police, la gendarmerie l'utilisait aussi, donc il connaissait bien le Papy Brossard. Et le Papy Brossard, il est venu voir les policiers en disant arrêtez vos conneries, quoi, ça va bien, quoi, les gars. Il n'aura pas dit sinon vous ne pourrez plus vous poser chez moi, hein, c'est fini. Les autres, vous êtes là aussi. Puis ça s'est arrangé après, ça s'est bien passé, quoi. Mais il y a un truc que j'avais oublié de dire, c'est que ce jour-là, il y avait Michel Tarin, qui lui ne volait pas avec son élève, parce que c'est interdiction de survol, hein, pour tout autre appareil que l'hélico. Et Michel Tarin, il a fait son baptême de l'air en hélico ce jour-là. Ouais, ça c'était important, il était content comme tout, parce que je lui ai dit, Michel, vas-y, monte, parce qu'il voulait refaire un tour. Allez, il est monté devant à côté du pilote, il a fait son tour de toute la ZAD, et il était heureux comme tout, quoi. Ça lui a plu beaucoup, hein. C'était sympa, mais c'était vraiment une grosse journée, ça c'est bien. Et c'est à cette occasion, dire de film, tu as fait plusieurs films d'événements. Ouais, plusieurs fois. C'est à cette occasion-là que tu as rencontré Michel Tarin aussi. Ouais, mais je l'avais rencontré avant déjà, parce qu'on avait déjà... c'est grâce à toi, enfin c'est toi qui m'avais mis en contact avec lui pour faire des photos aériennes avec Michel sur différents événements. Mais moi, j'étais jamais monté. Moi, c'était mon boulot de faire. Enfin, je suis photographe, mais je faisais pas que de la photo aérienne, mais j'en faisais pas mal. Mais jamais en ULM, jamais j'étais monté là-dedans. Ça me tentait pas trop, quoi. Si, tu iras avec Michel Tarin, il est bien ce gars-là, toi, va voir, toute confiance, tu vois, bon, d'accord, on va voir Michel. Michel, il commence à me dire, moi j'avais ma licence de pilote d'avion et tout, et puis j'ai eu un problème cardiaque et tout ça, donc on m'a tiré la licence. Mais je peux toujours piloter l'ULM. Ah oui, donc t'as toujours ton problème cardiaque quand même, quoi. Et
ça a été tellement bien comme rencontre, puis on a passé des super bons moments, quand on a volé je ne sais pas combien de fois ensemble, mais la première fois c'était dur. Moi, je voyais, on décollait de son pré là-bas dans sa ferme, là, j'ai dit putain, on va jamais pouvoir y aller. Mais c'était l'atterrissage qui me faisait on arrivait, c'était comme ça, il y avait un peu de vent, ça, on va se poser sur l'aile et tout ça, mais non, ça s'est toujours bien passé. Puis Michel, c'était vraiment un personnage fantastique, quoi. Puis là, je pense qu'il a tellement fait dans cette lutte-là, il a été tellement présent que vraiment c'était un type formidable. Ouais. Merci à Michel. Merci, André. Les rassemblements. Oui, Jean. Cette journée-là. Vas-y. Alors moi, je sais que j'étais négocié avec une équipe de squatteurs chez la Miss, à l'Isolette, parce qu'on avait entendu dire qu'il allait venir avec des véhicules. Et effectivement, j'ai été discuter avec eux. Alors là, c'était pas facile, parce qu'il y en a beaucoup qui puaient l'alcool à 100 mètres. Et ils n'étaient pas trop bien, ils étaient un peu agressifs. Donc je les ai quittés. Et après, ils ont fait avec un espèce de camion militaire. Ils avaient des mitraillettes en bois. Et ils ont fait le parcours, une partie du parcours. Et ils descendaient dans le bourg, ils sont Ils descendus. partent toujours de la chaîne humaine, là. Oui, toujours de la chaîne humaine. Ils sont descendus, ils avaient des mitraillettes. Et puis ils traînaient des gars aussi derrière. Et ce jour-là aussi, on a eu les félicitations de la gendarmerie. Ah bon? À Vigneux, il y a une voiture de gendarmes, des gens avec des barrettes, qui nous ont félicités pour l'organisation. Ils ont dit vraiment, c'est remarquable ce que vous faites. C'est vrai que ça a été une sacrée organisation. Voilà. Oui, parce que quand même tout... Alors, attends. Vincent. À la chaîne humaine, donc là, ça s'est passé un samedi, la chaîne humaine. Donc, le matin, je ne sais pas, ou la veille, plein de filles qui tournent, et hop, je m'occupe du coin, je vais aller les voir, parce qu'autrement, ils vont nous faire suer. Je vais les voir, je dis voilà, à Vigneux, on va faire ça, les parkings vont être là. Ils étaient en réunion de briefing à l'école Saint-Ex. Et je dis voilà, je vous fais confiance, je vous donne mon numéro de portable, qui est un numéro pro. Jouez le jeu, parce qu'autrement, ça ne va pas le faire, quoi. Et il me dit ok, pas de problème, vous êtes l'interlocuteur de Vigneux, pas de souci. Et donc, à la fin de la chaîne humaine, j'entends que le préfet, qu'on lui avait remonté les chiffres de Vigneux et d'ailleurs, que la chaîne humaine n'était pas complète et tout. Je vais aller voir, je dis, mais vos chiffres, là, vous les prenez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est nous qui vous donnons les chiffres et ça ne correspond pas avec les nôtres. Ah oui, c'est le préfet. Ah, je dis, non, c'est clair dès le début, vous devez jouer le jeu, autrement, c'était le début d'une tension avec ces gens. Ce que je voulais dire, c'est que tous nos rassemblements, hein, il y avait pas, on n'a jamais eu de flics. Hein, l'été. C'est extraordinaire, ça. Il n'y a pas de rassemblement en France où il y a 300 personnes sans flic. 300 personnes. Nous, on a eu 40 000, 60 000. Pas un flic. Pas un flic. Pas un flic. Qui trompe devant, il faut les déguiser. Vous déguisez, mais... Oui, c'était nous. Mais Bernard, c'est parce que c'est la sécurité de nous. Bah oui, c'est ça. Et puis nous voyait, tout le monde était sage. Alors, moi, je voudrais qu'on aborde maintenant aussi, parce que je sais qu'il y a Claude à côté ici, qui venait à tous les rassemblements d'été, notamment les grands, et qui, tous les ans, me demandait le programme des forums débats, et qui, à chaque fois, a été complètement époustouflé de ce qu'on pouvait proposer. Donc, est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Oui, alors Claude Doucet, donc à Vigneux depuis 1964. Mon épouse est originaire de Vigneux, mais elle avait quitté Vigneux. On est revenu en 64, donc avant le début du projet, hein, avant du moins le choix de Notre-Dame-des-Landes. Hein. Bon, donc moi je suis resté très indifférent, mais j'étais navigant, je partais longtemps, donc je ne voyais pas grand-chose de ce qui se passait sur Vigneux. Hein. Et donc, je suis resté très insensible à ce projet. Jusqu'en 2008 à peu près, où je me suis rendu compte que ce projet avait été, au départ, certainement impulsé par les agriculteurs qui, forcément, étaient
directement concernés, mais qu'après, il y avait une explosion dans le public qui était opposé à l'aéroport. Alors ça m'a intrigué. Donc j'ai assisté à des réunions, et puis effectivement, assisté à des rassemblements. Et là, alors, pouf, je vois le premier rassemblement, et puis les suivants, c'était effectivement un public largement supérieur, largement plus large, enfin, je peux le dire, que le milieu rural. Ça touchait vraiment beaucoup de personnes, et c'était déjà passé à l'international. C'est-à-dire qu'il y avait des intervenants d'Angleterre, il y avait des intervenants du Brésil, je m'en souviens, du Mexique, la Russe. Alors là, vraiment, la Russe m'a interloqué. Ah oui, alors là, vraiment, cette jeune Russe, là, ça m'a fait quelque chose. Hein. Cette jeune Russe s'opposait. Je parlais d'un mouvement qui s'opposait à la construction d'un tracé d'aéroport, d'autoroute au nord de Moscou, dans la forêt de Timkit. Et alors, cela m'a vraiment bluffé, quoi. Donc, tout ça à Notre-Dame-des-Landes. Là, voilà. En 2012. Voilà. Et je cite souvent, j'ai assisté, au départ, j'étais bénévole quand même, mais j'arrivais plus, parce que c'est dur quand même sur le terrain, très régulier, hein. Et donc, je n'ai plus beaucoup participé matériellement, mais j'assistais à au maximum de conférences, hein, parce qu'il y avait tellement qu'on ne pouvait pas assister à toutes. Et j'ai toujours regretté que vous, qui étiez vraiment actifs dans ces moments-là, ne puissiez pas assister à ces conférences. Non, voilà. C'est vrai que tu nous le disais, mais on ne voyait rien, nous, en tant qu'organisateurs. D'autres réflexions sur ces rassemblements, sur ces grands rassemblements? Il y avait aussi la partie concert aussi, rappelez-vous, qu'on a fait augmenter à partir de 2013. Hein. Là, on a fait vraiment venir des pointures nationales et internationales. Vas-y. Là, j'ai une anecdote, elle est terrible. Je sais plus où c'était pas loin du Carrefour des Ardillers. Il y a eu un festival, hein, je pense qu'il y avait une grosse tête d'affiche le dimanche. Je crois que c'était le samedi. Non. Les meneurs de menhir, non, comment on dit? Les ramoneurs de menhir, de toute ma vie. Je me rappellerai quand ils sont arrivés, je les vois arriver dans un Volvo Break, je les vois encore, blanc, je crois. Et là, ils me disent, on est les ramoneurs de menhir. C'était moi. Je dis, bah non. Vous êtes sympa, mais non. Vous passez pas. On s'occupait de la sécurité arrière-scène. Gentil, mais non, rameneur de béton. Ils n'inspiraient pas confiance, quand même, faut le dire. Et il y a un gars, alors je me rappelle plus, un petit jeune, je me rappellerai toujours, il dit, ah si, Rob, tu verrais mon pauvre. Laisse-les passer, parce que tu vas voir, ils vont bien remettre la... Voilà, d'accord. Le gars était sympa. Et je lui ai fait approcher, on va laisser passer du coup, parce que si c'est les leaders, ils avaient passé les premiers barrages avant. Et j'ai vu les concerts des ramoneurs. Il y a un sketch comme ça. Ah, c'est terrible. Je pense que si on n'a pas vu un concert de ces gens-là, on n'a pas vu un... Tu les as fait passer après? Ben, je sais pas s'ils sont ressortis. Hein, mais... Ah non, c'est je veux dire, ils ont chanté 1 heure, ils sont restés 3 jours. Hein. Et normalement, c'était 1 heure. Non, mais c'était incroyable. C'est pour ça, après, si tu veux, qu'on a fermé l'arrière de ouais, la scène et qu'on a créé, donc c'est moi qui m'occupais de ça, un transport pour les artistes, d'aller les chercher Comment ils étaient connus de personne, des fois. Si, il y a un certain nombre de gens, mais pas du commun des mortels, quoi. Et donc après, on les a protégés, bichonnés, ils avaient leur... Et moi, j'avais créé un service de caravane. J'ai eu jusqu'à 10 caravanes que j'ai récupérées à droite et à gauche. Souvent des gens qui les donnaient, quoi. Alors j'ai toujours roulé, je le dis maintenant, hein, il y a prescription, j'ai toujours roulé ces caravanes sans papier, sans... Et c'est pour ça que je ne voulais pas qu'elles soient au nom de la CIPA, ils ont toujours été à moi, de manière à ce que s'il y avait un problème, c'était moi qui me... Mais j'avais pas peur, j'ai jamais eu peur. Et une fois, c'était la caravane aussi, parce que vous avez eu, qui était dédiée à Anne-Marie la Presse. Oui, la Presse. Anne-Marie. Et c'est une caravane qui nous avait été donnée par Europe Écologie Les Verts. C'était un mec qui nous a beaucoup aidés, qui partait, qui changeait de maison, peu importe. Il nous avait donné la caravane, et en fin de compte, c'était un studio à l'intérieur.
elle avait servi avant Europe Écologie à des artistes musiciens. Donc ils avaient cassé tout, il n'y avait que la tôle, vous comprenez? J'ai connu ça après avec ma fille, mais bon bref. C'est-à-dire que vous imaginez une caravane sans structure. C'est-à-dire que si vous roulez au-dessus de 50, ça fait... Bon, et donc je l'ai amené quand même. Tous les ans, je l'emmenais comme ça. Et un jour, elle roulait pas, elle roulait donc 10 km par an. Quoi. Elles étaient stockées après, toutes à l'abri quand même. Et je m'en servais pour aller voir des paysans d'ailleurs, qui étaient limite, oui. Et le fait de prêter, eh bien, ça les amenait à être contre. Enfin, ils étaient contents quand même. Et donc un jour, j'arrive, je sais plus, parce que moi, j'ai pas les souvenirs des années, tout ça. Je descends du camion et il y avait une fumée autour des roues. En fin de compte, je traînais la caravane depuis un sacré bout de temps. Les roues tournaient. On les a arrosées pour pas que ça prenne. Et après, j'avais été voir le mec à Vigneux, Marcel, il s'appelle, à côté de chez Xavier Lemaître. Comment il s'appelle? Jean-Marcel. Qui est mécano. Oui. Et donc, il m'a tout enlevé les freins. Voilà, c'était mieux. Il vaut mieux rouler sans frein qu'avec des freins bloqués. Mais quand même, avec ces caravanes, j'en ai fait des trucs. Oui, Régis Fresneau, j'ai pas dit mon nom. Par rapport à cette partie sécurité derrière la scène, en fait, 2013, c'était le plus gros et ça nous a un peu surpris. C'était la seule fois, et après on a amélioré des choses, c'est la seule fois où les artistes, il fallait qu'ils passent dans le champ avec le public pour arriver. Après, on a toujours fait en sorte qu'ils arrivent par un chemin précis. Et donc, tous ceux les autres années que tu as vu arriver, c'était forcément des artistes. Ou alors les pompiers, quoi. Donc, dans tous les cas, tu arrivé à peu près à les reconnaître. Mais en 2013, on était un petit peu novices et c'est vrai que les artistes arrivaient, il fallait qu'ils traversent tout le champ, qui était très grand, il faisait 11 hectares, pour aller dans le fond, pour aller dans le catering à l'arrière. Et c'était assez compliqué, finalement. Mais après, on s'est amélioré. Après, on a même eu un camion, enfin une petite camionnette avec chauffeur. Les journalistes en profitaient aussi, des fois. Alors, avant d'arriver à César en 2012, est-ce que les Vignolais qui avaient fait les tags et tout ça, les marquages, est-ce que vous avez envie d'en parler maintenant? Après, on passe à César et vous avez envie de raconter des petites choses? Oui. Mais moi, je pense en Vas-y, tu te lèves, s'il te plaît, tu dis ton moi, c'est Alain Lochot. En 73, j'ai mis les premières pancartes autour de la ZAD. Ouais. Avec mes oncles, avec de tous ceux qui étaient avec moi, je crois que je ne suis à peu près le seul survivant. Décidément, ça porte pas chance. Et à l'époque, moi j'avais 10 ans et demi, j'avais l'avenir devant moi. J'avais été, parce que comme j'avais 2 oncles qui étaient là, ça s'est parti. 2 piquets châtaigniers, une tôle pointée. Genre, me revois mon oncle qui faisait 104 kg, il mettait son manteau piquet. Moi, j'étais petit avec le marteau et la pointe et enfonçait ça. Une tôle de fer blanc. Ah non, mais dans le piquet, mais. Il y a l'autre oncle qui me dit comme ça, il dit quand on entendra aïe, c'est qu'elle est rendue assez loin. Et ça, c'était les premières pancartes qu'on a mis, et après, on a fait 78, on a installé Hervé Béziers, et puis tout en dans le mouvement. Après, j'ai quitté Vigneux 92, et après, bah, c'était vachement calme à l'époque. On avait juste peur, comme ils achetaient tout dans le terrain, que ça soit pour mettre des déchets nucléaires, parce que comme il y avait de la glaise. Mais à part ça, jusqu'en l'an 2000, c'était cool. Puis après, j'ai repris petit à petit, j'allais un peu partout, sans être vraiment efficace au départ. Je suivais le mouvement de loin. Mais après, j'ai pris de plus en plus. Il me semble que tes parents avaient vendu ou pas? Ils avaient du terrain. Non, nous, on était en ferme à 800 mètres de la date, même pas. À 600 mètres, on travaillait à voler. Mais vous aviez été exproprié ou pas? Non, mais c'est moi qui, en 90, j'ai pris la décision d'arrêter, parce que avoir une ferme et sans femme, ça me disait rien. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était l'aéroport. Non. C'est parce que c'est moi qui ai décidé de... J'ai fait un choix. Est-ce qu'on peut savoir qui signait ces signatures ARV? C'était quoi? Oui, Alain, je crois que en fait, Philippe. Ouais, Philippe. Il y avait des pancartes qui étaient signées ARV. Alors l'ARV, parce qu'on a fait pas mal de tags des tags, on a toujours respecté, on ne faisait pas n'importe quoi, mais on a signé ARV parce qu'on voulait que ça ne soit pas signé à 6 pattes. Donc on a signé ARV, et en fait l'ARV c'est l'armée révolutionnaire vignolaise. On avait trouvé ça marrant. Très drôle. Et on a signé, parce qu'on voulait aussi plusieurs pistes, on signait aussi CA.
comité anti-aéroport. On a fait d'ailleurs, il y a encore des panneaux que j'ai vus qui sont encore existants. On faisait ça sur des marquages, des panneaux, le dos des panneaux signalétiques. Et il en reste quelques-uns. Il y en a chez nous encore. Oui, il y en a encore. Mais les plus gros marquages, moi je garderais quand même, parce qu'on en a fait de multiples, ceux où je prenais quand même du plaisir, c'est ceux qui sont le long de la voie rapide, lorsqu'on va sur Nantes, et à un moment, quand on prend direction Atlantis, il y a un mur anti-bruit. Un mur anti-bruit qui est assez important. Et ce qu'on avait entrepris et ce qu'on a réalisé au moins 20 ou 30 fois de marquage, c'est on partait de Vigneux en vélo, sans éclairage. On allait en proximité, en botte. On allait en proximité de cet endroit-là, donc on rangeait nos vélos et il y avait à peu près 2 kilomètres, je dirais, le long de la voie rapide pour rejoindre ce mur anti-bruit. Mais il fallait passer dans les trous d'eau, passer une barrière qui faisait 2,50 m. Ah bah plus que ça, plus que ça. Plus que ça, on escaladait. Et après on marchait, et c'était de plus en plus difficile parce que si vous regarderez quand vous passerez, il y a des espèces de ronces qui poussent régulièrement sur ce talus-là. Et c'est des genêts, et au début ils étaient grands comme ça, mais on a fait ça quelques années, et à la fin ils étaient grands comme ça, et ça traverse le pantalon. Alors la première fois qu'on l'a fait, on arrive au mur de anti-bruit, merde, il y a des grilles dessus. Pour empêcher les tags. Pour empêcher les tags. Alors, Vincent qui est bien outillé, on avait des coups de boulon, donc on a... Oh non, pas du nom, du nom. Non, pas de... Il fallait en prison. Oui. Alors on a enlevé ce qui nous gênait, exactement, on a mis ça, on a projeté ça sur la route. Et on marquait, généralement on a commencé à mettre non à l'aéroport, parce que c'était Jean-Marc à l'époque qui voulait son cinéma, et on mettait simplement ça, et on signait à Hervé. Et moi je repassais le lendemain souvent, donc ça me faisait plaisir de voir le tag. Malheureusement, il restait 2 jours ou 3. Et je voyais les gars de la DDE... Pas au début, 15 jours. 15 jours. Mais après, ils ont été très réactifs. Ça restait 2 ou 3 jours, ou quand il y avait des congés, les gars n'étaient pas là. Et je voyais les gars, quand je repassais le soir, avec des Karcher, et sans doute des moteurs, parce qu'il fallait qu'ils transportent il n'y a pas d'électricité, donc c'était des thermiques, et à laver le bazar. Et je dis, les gars, vous recommencerez demain. Et généralement, bon... on n'allait pas, c'était des petits comités, on était 3. Ouais. Mais à la fin, on était très bien organisés parce que moi, je partais au boulot, je déposais la peinture dans un champ. C'est vrai. Ah, oui. Donc, ils ne pouvaient pas nous prendre. S'ils nous prenaient, on a failli se faire prendre une fois en vélo et qu'on n'avait pas de matériel. Donc, il était 2 h du matin, on faisait ça entre 2 et 3 h du matin. Alors, on avait des codes. Oui. On avait des codes pour pas au téléphone qu'on puisse, comme on savait qu'on était sous écoute, donc on avait des codes de style, comme on fait du vélo ensemble, on disait bon ben on regarde les vidéos ce soir, on se comprenait très bien. Soirée diapo. Oui, soirée diapo. De nombreuses soirées diapo. Et donc et les bottes, pour les bottes pareil, on avait anticipé, s'ils nous arrêtaient, vous faites du vélo en bottes sans règle. Et en fin de compte, c'était parce qu'on voulait faire un genre de triathlon. Voilà. Mais on s'entraînait la nuit, on le triathlon de 5 plus parce que c'était inventé tout était prévu. Et on se couchait dans les fossiles, mais on l'a fait. On se balançait dans les fossiles quand on voyait une bagnole. Dès qu'on voyait une voiture, on se jetait dans le vélo dans le fossile. Oui, on n'a jamais eu de mal. On a bien rigolé. C'est un peu risqué. Il y a eu aussi l'épisode des pontes, c'était au niveau de la CIPAC, ça avait été ça c'était le premier marquage, un des premiers marquages. Tout premier marquage des ponts, je ne sais pas si tu te rappelles toi Régis, c'était là, c'est pas. Nous on avait marqué plusieurs ponts sur la 4 voies de Vannes et sur la 4 voies de Rennes. Et donc il y avait une équipe à chaque fois, donc nous on avait 2 équipes je crois, au moins une. Moi j'ai travaillé dans une. Et ce qui est difficile quand on peint un pont, il faut peindre à l'envers. Donc, il faut d'abord un modèle d'écriture à l'envers, avec une fontane. Vincent, qui est très doué à la peinture, avec un pinceau à rallonge, pour peindre en bas. Et on essayait de ne pas peindre quand il y a des voitures. Et à un moment, même à 2 h du matin, il y a toujours des bagnoles. J'ai dit, bon, bah, ouais, alors j'ai dit, bah, vas-y, on n'a rien à foutre. Alors,
on y va, non à l'aéroport. Et alors moi je dis putain les voitures passent, je regarde les étudiants, ça. Les gars ils ont ramassé de la peinture. À l'eau. Ça serait un peu risqué. C'était la peinture à l'eau. Ah ouais. Peut-être. Et nous, on ne s'était pas fait prendre Non. sur Vigneux, mais il y avait des copains de Trélières et Grandchamp qui, après avoir peint leur pont sur la 4 voies de Rennes, fumaient tranquillement leur petite cigarette en bas, et puis une voiture banalisée, oh là là, et là du coup ça avait chauffé. Hein. Ah ouais. Et il y a des gens qui, tu te rappelles Jean, qui ont quitté la CIPA aussitôt là. Mais Philippe, là, au mariage, je peux avouer ça, au mariage de votre fils ou oui. Votre fille, oui. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, il m'a demandé si j'étais peintre. J'ai dit non, je ne suis pas peintre. J'avais pas compris. Mais après, parce que j'étais peintre aussi. Je n'étais pas peintre. Bon. Après, je suis. Alors on arrive à une période qui était un peu moins rigolote quand même, c'est l'opération César, en octobre 2012, où voilà, la ZAD, ils ont essayé d'évacuer la ZAD. Il y a eu une présence policière d'octobre 2012 à avril 2013 sur les routes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il fallait montrer carte blanche à chaque fois qu'on passait. C'était une période un peu compliquée. Est-ce que vous avez des souvenirs, des anecdotes à raconter? Alors Guy, toi tu étais en plein milieu de cette zone-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu ça? J'en ai même beaucoup, mais bon. J'ai fait opérer des hanches à ce moment-là, des hanches, les deux seuils d'ailleurs, faire une prothèse. Et donc, j'avais des séances de massage après. Et c'était M. Maillard, du Vigneux, qui venait. Et un jour, il n'arrivait pas. En fait, il est arrivé dans le camion de la maréchaussée, parce que le barrage était au-dessus, donc il n'avait pas le droit de passer, donc il m'a dit aussi, il faut absolument que j'y aille. Donc il l'avait amené, il l'a attendu, et ça durait une demi-heure, ils sont partis comme ça. C'est arrivé une fois, ça. Autrement, une autre fois aussi, mon fils venait manger à la maison. Ah, c'est pareil, le barrage était à l'endroit, toujours. Il ne s'est pas arrêté. Ils ont voulu l'arrêter, il a filé. Il est arrivé lui aussi à la maison avec le camion de flics derrière. Bon, il n'a rien dit, ils ont reculé, ils sont partis. Et je me rappelle aussi qu'à ce moment-là, il y avait toujours aussi des laissés-passer, on ne pouvait pas sortir. Et donc, il y avait un arrêté préfectoral qui était renouvelable tous les 15 jours. Et quand on leur demandait, ça leur faisait vraiment pas plaisir. Ils disaient qu'ils cherchaient ça dans le camion, ça les emmerdait. Et vraiment, ils n'étaient pas contents. On va essayer de leur demander à chaque fois. Mais ils le présentaient quand même. Mais le fait d'avoir quand même parce que moi je me souviens, les camions devant votre maison, comment vous avez vu? Oui, quelquefois, on ne pouvait pas sortir, il fallait leur demander de se déplacer parce qu'ils bouchaient carrément le passage. Ils n'allaient pas pisser dans votre jardin aussi? Et une autre fois aussi, oui, moi je devais manger à fée chez mon fils cette fois. Et il me dit, ben non, aujourd'hui vous ne pouvez pas sortir parce qu'il y a des affrontements, donc tout au moins vous ne pouvez pas aller par Notre-Dame. C'est quand même embêtant, je veux absolument y aller. Donc ils sont revenus un quart d'heure après. Ils disent finalement s'arranger avec le barrage qui est plus haut, vous allez pouvoir y aller, mais en passant par le temple. Et il dit avant, il faut qu'on fouille votre voiture. Il a fallu que j'ouvre le coffre, j'ai un matériel de pêche là-dedans. Bon, ils ont regardé juste comme ça, parce que ça fait. Il y a plein de trucs comme ça. Et même bien. Donc voilà, je me rappelle, moi, j'avais un élève qui était sur la ZAD, quoi. Et à ce moment-là, il ne pouvait pas venir à l'école. C'est-à-dire pendant 3 mois, pratiquement, il ne pouvait pas venir à l'école. Alors, je m'étais déplacé pour voir ça au niveau du barrage, pour demander de le laisser passer. Parce que, bon, voilà, c'est quand même pas terrible. L'inspecteur contacté me pose la question suivante, est-ce que les parents sont opposés à l'aéroport?
Ce qui m'avait paru un peu bizarre, fonction de quoi il pouvait ou pas le gamin aller à l'école. Bon, c'était assez intéressant comme démarche. Enfin, voilà. C'est dire un peu la position en fait, de toute l'administration par rapport à ça. J'ai trouvé ça, mais vraiment tout à fait révoltant. Voilà. D'autres souvenirs, Christiane? Christiane Leloup. Nous, on s'est réveillés un matin avec combien de fourgons de CRF devant chez nous? 17. Au moins 17. C'est grand devant chez nous, il y a un grand espace, mais c'est privé. Et donc, on avait un locataire à l'époque, et c'est lui qui nous a téléphoné en disant, je ne sais pas ce qui se passe, je suis partie travailler, mais il y en a plein partout, c'est plein. Alors, tu ouvres la porte, toi, Jean, tu sors. Quand on a vu tout ça, ah, il y avait plein. Alors, tu es allé voir, je ne sais plus qui, tu as demandé qui était le chef, et tu as eu quelqu'un, et tu leur as dit, bon, ben, on est désolé, mais c'est privé ici, donc vous dégagez. Alors, ben, ils ont dégagé. Et ça a bien pris 3 quarts d'heure, parce qu'il y avait, 17 fourgons avec moins de 10 dedans. Et alors, ils se sont installés, ils sont tous partis devant chez nous, et ils se sont installés sur la petite route, sur le bord, jusqu'à Sainte-Anne. Je ne sais pas ceux qui connaissent, jusqu'à Sainte-Anne, sur le côté de la route. Et alors, moi, je leur ai dit, vous laissez le passage, parce que nous, moi, si je veux aller faire mes courses, je dois pouvoir passer. Oui, on laisse le passage. Alors, ils sont restés là toute la journée. Et c'est là, de chez nous, ils partaient à travers, par le chemin, là, pour et récupérer le rosier, et c'est comme ça qu'ils allaient déloger, là, quand ils avaient délogé le rosier. Ben, ça, je me rappelle cette journée-là, parce qu'ils sont restés là jusqu'à... Je sais plus là. Ah oui, puis les gendarmes de Sautron qui sont venus nous saluer, je sais pas, ils me tiraient là, ils voulaient me tendre la main, j'ai dit non, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ils sont quand même partis, enfin ils sont restés toute la journée quand même, alors nous on voyait tout le bazar, il y avait des chiens, toi il y en avait qui avaient des chiens. Oui, parce que moi j'ai pas tout vu, donc, mais... là, enfin ils se sont décalés, mais en fait, avant qu'ils rentrent tous, ils m'étaient mis derrière un camion. Les gendarmes de Sautron, là, ils poussaient, on vous protège, j'ai dit non, on est chez nous, vous dégagez. Et ils ont dégagé un peu plus tard, ils ont mis du temps quand même. Ah bah, mais après, je suis sorti avec la voiture, et ça me gênait pour sortir. Donc, tous les camions se sont décalés une fois. Et après, ils ont mis avec une petite estafette, une petite voiture, avec, un peu comme ta voiture, Claude, ta voiture. Et puis là, ils voulaient tourner chez nous. Moi, j'étais chez nous, et puis j'ai dit, vous passez pas. On ne peut pas tourner. J'ai dit, vous vous démerdez. Et il avait les chiens. Puis j'ai dit, vous gardez vos chiens, parce que vos chiens vont morfler. Et ils voulaient sortir les chiens. J'ai dit, non. Et ils ont dégagé, ils ont reculé, ils ont fait des manœuvres. Ils n'ont jamais pu rentrer. Après, plus tard, j'ai eu besoin de la gendarmerie. Ils n'ont jamais rentré non plus. Ils sont arrêtés à la limite. Oui, après, quand ça revient. Par rapport à la défense de la ZAD, Jean-Luc et Alain peut-être aussi, au niveau des tracteurs, est-ce que vous voulez raconter des choses sur la châtaigne, sur... Moi, je me souviens, pour passer dans la ZAD, à cette époque. Ah oui, Thibaut Jean-Luc, je suis un ancien agriculteur. Donc pour passer dans la ZAD, je me rappelle, moi j'allais avec le kangou, là, et puis je mettais souvent des barbelés, des vieux trucs comme ça, puis je disais tout le temps, il y a des bêtes à herver qui sont à court, il faut que j'aille les remettre en place, quoi. Et tout le temps je pensais comme ça, puis il me laissait passer. Il ouvrait le coffre et puis il dit, allez-y, ça passait comme ça. Mais c'est tout. Hein. Et à la Châtaigne, est-ce que vous y étiez tous les deux, ou non? On y était. Moi j'y allais tous les jours à pied. Oui, lui il allait plus souvent que moi, parce que lui il était de... J'allais tous les jours dans la... Mais moi j'y allais beaucoup moins, comme j'avais été étayé, j'étais pas tous les jours là. Je travaillais aussi, donc mais j'entendais des échos, je revenais le soir voir. On me faisait. Des fois je jouais avec la Rochelière aussi, pour rentrer. Oui, mais moi j'habite à la Rochelière. C'est où? C'est un peu plus à droite là-bas. Ah ouais, vous avez qu'à y aller. De là, des fois j'allais jusqu'au Rosaire, où j'allais. Du coup, ils voulaient me laisser passer, souvent c'était boré aussi, à mi-chemin, à la route du Rosaire. Mais après, on coupait à travers. Il disait des fois, c'est risque et péril. Oui, mais t'inquiète pas, il est dans un quart d'heure, je suis derrière toi. Alors je passais par les chemins, et puis alors, il y a eu des fois, j'oubliais de. Alors j'allais plus loin, je revenais, le sifflet, je dis, toi, je suis là. Et puis je suis enfilé ma route. Il n'y avait pas une soupe qui avait été distribuée aussi, une soupe qui avait été distribuée, je ne sais plus quand, un samedi. Ça devait être le groupe Copain à l'époque qui avait organisé ça, à avoir
Harding. Ah oui. Ça, c'était entre Noël 1er de l'an. Ouais, il faisait pas chaud, il y avait du brouillard. Ouais. On était sous les bâtiments à Chiquet l'autre fois, je me rappelle. Puis j'étais allé chez Sylvain chercher la soupe avec mon tracteur. Et à travers les bois, on avait emmené des tronçonneuses aussi. Tu te rappelles pas pour passer avec le tracteur à travers. Tu te rappelles de ça, toi, un peu, non? Tu étais avec moi, non? Moi, j'étais chercher l'arquebuse aussi. Oh là là, oui. Il y a un truc à raconter là, je pense. Ah oui, parce que. Alors, ça vas-y, me revient, Philippe. je pense. Oui, alors, parce que Jean-Luc, ça me revient. Un jour, il me dit est-ce que tu veux venir? Parce qu'il faudrait qu'on aille chercher pour une arquebuse. Oh, comment ça s'appelle? Non, un truc qui est du Moyen-Âge. Catapulte. Une catapulte. Il dit il faut qu'on aille chercher, pour manifester un an, il faut aller chercher une catapulte dans la ZAD. Bon. C'est un peu bizarre, bon. Il dit d'accord, bon, on y va. Alors, on ouvre la partie, c'était du côté du Far West. Elle était stationnée au Far West. On était avec le tracteur? Oui. On était avec le tracteur. Tracteur remorque. Donc on arrive là-bas au Far West, bon, une zone un peu particulière. Et les gars nous disent, ben oui, elle est prête. Par contre, on vous prévient, quand vous visez là, il y a à peu près 25 mètres de déviance. Alors, moi, au début, je trouvais ça un peu marrant parce que je dis, mais c'est pour lancer quoi? Alors, a priori, c'était des espèces de trucs de plastique avec de l'encre ou du truc. La peinture. Ouais, la peinture. Puis après, le gars, il dit, on peut mettre autre chose aussi dedans. Des chaînes. On avait emmené des chaînes. Des chaînes. Des bouts de chaînes. Bon, alors j'ai dit, bon, on est là, on charge, on a chargé, puis on a emmené ça chez Jean-Luc. Et j'ai su, parce que la manif, on avait dû y aller le lundi, la manif à Nantes, c'était le samedi. 22 février 2014. Voilà. Et je sais que Marcel est venu dire faut pas emmener ça à Nantes, hein, les gars. Parce que, il va y avoir déjà du bordel. Si en plus on emmène une catapulte. Voilà. Donc la catapulte, elle est restée chez Jean-Luc. Un an et demi. Je sais pas, elle y est plus, non? Non. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, la catapulte, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ben, je sais pas, elle a été démontée sur place, je crois, puis ils l'ont récupérée, ils sont venus la récupérer après. Mais c'était pour le 22 février 2014. Et oui, la grosse manif à Nantes, 22 février 2014. Il y avait des... Oui, voilà. Là, c'est pareil, Jean-Marc avait dit à la radio, comme ça, oh, 150. Peut-être 180 tracteurs, mais tout au plus. 3 fois plus. Ça sent. On continue, 2000... moi, je veux bien dire sur les barrages aussi, quand même. À l'époque, j'avais ma vieille voiture. Et quand je passais avec ma vieille voiture, je n'avais jamais mes papiers, contrairement... Et quand il m'arrêtait, je disais, tant que vous serez là, j'aurai pas de papier. J'avais pas de permis, pas de carte grise, tout ça. Alors forcément, il y avait les gros yeux qui s'ouvraient. Et puis je regardais, et puis suivant, quand je sentais que ça montait, je sortais, et puis je mettais les mains en l'air, et je disais, autrement, vous pouvez m'emmener. Et systématiquement, il me disait, non, ne viendrez pas. Et voilà. Par contre, si j'avais mon camion, j'étais incapable de le faire. Comme quoi, le moins il fallait... Alors, il y a Philippe, quoi? Parle fort. Les poubelles. Ah oui, je ne sais pas quelle année c'est par contre. Alors, André voulait raconter. Justement, j'étais avec toi, on allait faire les poubelles. On allait faire les poubelles à la vacherie, là. Et puis, c'est pas la vacherie. Si, non, c'est moi qui t'avais pris. Non. C'est parce que dans ma tête, moi, à l'époque, si tu veux, c'était le début après le camp climat, c'est que les ZAD s'installaient, et il y avait des poubelles partout. Ouais. Et nous, on trouvait que c'était pas une belle image, quoi. Ouais. Donc un dimanche matin, je me dis, je prends ma remorque et je vais aller ramasser les poubelles. Ouais. Là, je te trouve, tu étais en train de te balader, et je te dis, je te raconte, je dis, tu veux pas venir avec moi? Tu dis oui, et nous voilà partis. Et on était quand même pas loin de la vacherie dans ce point-là. Ah bah oui, c'était à la Hollandière. Ouais, voilà, bien sûr. Et puis, à un moment, on était avec la voiture, la remorque, là, puis les flics en face qui voulaient passer, qui étaient avec leur fourgon, là, et puis ils disent, il faut reculer, quoi, reculer. Ah, il dit, moi je sais pas reculer avec une remorque, hein. Moi je sais pas faire. Hein. Ah non, alors je peux pas. Alors ils ont manœuvré pour nous laisser passer. Ils ont été garés dans le fossé, je sais pas comment, mais... Non, parce qu'en fin de compte, ils étaient 6 ou 7 camions, mais un camion là, avec double et rouge jumelé derrière, et ils avaient tellement peur, parce que la Hollandière à l'époque c'était Alain Bretéché, et il y avait... c'était
c'était un sacré... il y avait plein de monde, quoi. Et ils avaient les chocottes. Et donc les camions avançaient tout doucement, et il y avait les CRS, ou la gendarmerie plutôt. Parce que je ne sais pas toujours si c'est des gendarmes ou des... Et donc ils marchaient à côté des véhicules. Et donc, ils me demandaient de reculer, donc c'est là que je dis, moi je peux pas reculer. Donc c'était un commun des mortels, quoi, qui me dit ça. Puis au bout d'un moment, comme il voyait bien que... Bon, là on va chercher le chef. Puis il dit, monsieur, il faut que vous reculiez, parce que il faut qu'on passe. Mais il y avait déjà toute la Relandière qui commençait à sortir. Donc plus ça allait, et moins ils étaient tranquilles, quoi. Et je lui dis, bah, écoutez, moi je sais pas reculer avec une remorque. Et ça continuait comme ça. Et au bout d'un moment, je dis au gars, mais alors vous pouvez la reculer peut-être. Ah mais si j'ai pas le droit de monter dans votre voiture, alors nous voilà pour l'embêter, quoi. Et puis, moi j'étais au second degré depuis longtemps. Mais pas eux. Pas eux, non. Enfin, ou alors peut-être, mais ils savent pas comment faire. Et hier, c'est un jeune qui dit, on peut peut-être décrocher la remorque. Un ingénieur. Et bien là, je dis, par contre, moi j'ai ma j'ai aidé quand même un petit peu. Et on a reculé la remorque de la Relandière. Et puis après, j'ai reculé ma bagnole. C'était un bon 20 minutes de terre. Ça durait longtemps. Magnifique. Et attends. Il y avait une petite histoire là, que je voulais raconter, mais c'est dommage que Guylaine, c'est ma femme. Elle n'est pas là, elle est en cure. Des intoxications. Ça sera pas. C'est des conneries. Non, c'est pour des histoires de douleur. Enfin bref, c'était en 2012, là, en novembre 2012, on voulait accéder là pour donner un coup de main là-bas. Et on pouvait pas, donc on est allé chez Jean. On est allé chez toi, Jean, et puis un matin, on arrive chez toi, et puis on dit on partira de chez Jean à pied pour rejoindre la ZAD. Et il faisait pas beau, c'était un temps d'hiver, tout le coup. Guylaine n'était pas équipée, Jean lui prête un genre de ciré jaune, un truc bien fluo, un truc qui se voyait bien à 300 mètres. Et puis on avait les bottes et tout ça, puis il nous ouvre la partie, et puis on rejoint la ZAD. Alors, comment s'appelle cette maison là? On sert avec l'infirmerie un peu là, toi. La maison des singes. Ouais, la maison des singes. Voilà. Et on était par là-bas, il y avait une barricade, tout ça, puis ça pétait de tous les côtés, mais c'était terrible. Et donc on était là-dedans, et puis à un moment, il y a deux jeunes là, qui ont été blessés, quoi, vraiment fortement, quoi. Un qui avait vraiment une grosse blessure à l'œil, puis l'autre qui saignait, c'était le bazar. Et les pompiers ne pouvaient pas accéder, parce que tout était barré, donc les secours ne pouvaient pas venir et ils ne les laissaient pas passer. Et Jean a été négocié avec... Je complète l'histoire. Ouais, vas-y. Parce qu'en fait, moi j'entendais que ça tirait. Parce que nous, on entendait tout là. J'étais vraiment inquiet. Ouais, il était avec nous là. Alors, moi j'ai pas été avec vous, mais dommage que je t'ai pas vu, mais j'avais vu Guylaine. Ouais. Alors donc j'ai été chez Martin, comment ça s'appelle? Le gars, Jean-Marcel, c'est Olivier Martin. Non, mais pas le nom du matin, Enfin, on appelle ça la maison des singes. Ouais, maison des singes. Et là, je suis arrivé et il y avait des blessés. Il y avait des blessés là. Alors donc j'ai dit à Martin, viens avec moi. On est parti comme ça, les bras levés, et on a été vers les CRS. Alors, il y en a un qui criait, un officier qui criait, baissez vos bras. Vraiment, il crevait de peur. Moi, je sais pas, j'avais pas peur ce gars. Alors, j'ai dit viens. Alors, baissez vos mains, on n'est pas des SS. Alors ils ont fouillé, il n'y avait rien. Alors là, j'ai demandé qu'on évacue les blessés. Ouais. Et l'officier, l'officier, je voudrais bien le revoir. Ouais. C'était vraiment quelqu'un de très intéressant. Il a commencé par mettre la main sur son... Il devait être enregistré. Et il a dit, on va faire ce qu'il faut. Et il a appelé le CHU. On a appelé le CHU ensemble. Par contre, je suis resté en otage, entre les deux. Et là, j'ai eu un peu peur, parce qu'il était 3/4 d'heure entre les manifestants d'un côté, qui étaient à côté de la maison, et les CRS d'un côté. Donc, là, l'officier, il a permis il y a un blessé qui s'est enfui dans la forêt, là, qui ne voulait pas... il y en a un qui voulait pas... Il y en a un, il avait l'œil où il était sorti. Là. Et en fait, Guylaine et d'autres l'ont accompagné
vers les ambulances, jusqu'au bout du chemin. Jusqu'au bout du chemin, donc entre les rangées de CRS, et là, donc passer les CRS qui reluquent là, mais tous... Et l'officier, ce jour-là, il a trouvé, il y a eu une fouille, des gens qui avaient des sacs, il y avait une hache dans un sac, et il a dit, j'ai rien vu, laissez ça, c'est une arme, et vous pouvez passer. Et il a dit, il m'a raconté un peu, il m'a dit, moi je m'occupe normalement, ma fonction c'est, je m'occupe des viols. Il dit, là je suis en mission. Ouais. Vous aussi, il m'appelait capitaine. Non, je dis, ouais, mais il était lieutenant. Ouais. Il dit, non, je ne suis pas capitaine, parce qu'il disait, arrêtez vos hommes. Je dis, moi, c'est pas mes hommes. Et je ne peux pas les arrêter. Je dis, vous, arrêtez vos hommes. Ben, il dit, je ne peux pas. et moi, je lui ai dit, bon, quand ces cons-là, ils auront décidé d'arrêter le projet, venez prendre un verre. Mais venez prendre les militaires. Et vraiment, c'était... Mais il avait vraiment le souci des gens. Guylaine me racontait qu'il y a des officiers qui sont... C'était pas mal, hein, parce qu'elle disait qu'il y avait les deux jeunes, mais qui étaient énervés, qui étaient prêts à sauter à la gorge des CRS. Ah bah oui. Ils étaient, je sais pas combien, moi 500. Et elle leur disait, mais calmez-vous. Puis en leur disant, mais le gars, en parlant de l'officier, mais il est de notre côté, donc il faut rester calme, quoi. Elle les maintenait comme ça, et puis elle avançait. Et le lendemain, elle faisait la une de presse de Ouest France, elle était en première page de Ouest France, avec son ciré jaune, entre la rangée de CRS. Putain, elle n'était pas venue pour ça. Mais... Alors, elle travaillait à l'hôpital, et le lendemain, à l'hôpital, ah ouais, t'es sur la page, t'es bien. Mais il y a aussi, à ce moment-là, il y a eu l'incendie du Rosier. Ouais. C'est à cette époque-là. Donc la nuit aussi, on a entendu péter, mais là, c'était des tôles de fibro qui pétaient par la chaleur. Et j'ai dit, moi, je pensais que ça se tirait dessus. Alors, j'ai dit, je vais aller voir. Et je vais voir. Et puis, je voyais que ça flambait. Alors, je suis revenu, il faudrait prendre des photos. Moi, je ne suis pas bon en photo. Donc, je prends l'appareil photo, je retourne. Je rentre à la maison, on regarde les photos. C'était pas bien. J'ai dit, je retourne. Et là... T'avais pas mis le zoom, t'aurais pu. Ouais, j'étais en train de vouloir prendre des photos, tout d'un coup je vois des silhouettes, il y en a un là-bas. Alors je peux dire que j'ai couru. Le plus possible, eux ils étaient remarqués, mais ils gagnaient du terrain. Et leur lampe, elle arrivait au bas des jambes, je suis rentré dans le bois. Merci les foulées violets. Et dans les mêmes temps aussi, il y a un camion, une nuit, j'ai entendu du bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Je sors un camion de CRS qui était rendu jusqu'au hangar. Mais vraiment, j'étais en colère. Je monte sur le marchepied et puis je me mets à taper. Je tapais sur la tôle. Non, et alors il me laisse la vie. Oh non, on s'en va, c'est trop près. On s'en va. Puis je tapais, mais j'étais jusqu'à la maison. Et puis, je descends. Tout d'un coup, je voyais un qui courait avec son bouclier. Ils en avaient oublié un. Il courait derrière. Bon, c'était une période quand même bien compliquée. Hein. Moi, j'ai encore une anecdote, c'est le soir de la châtaigne. Enfin, où il y avait 40 000 personnes, on avait construit la châtaigne. Moi, ça a été un moment émotionnel, ça. La chaîne humaine. Là, ah oui. Alors là, je me rappellerai. Ah oui, j'aurais chialé, moi. Et alors la reconstruction. Et alors le soir, Julien se retrouve tout seul, tout près de chez lui, là devant le bureau de poste, à faire la circulation. Tout seul. Et forcément, les gens, ils partent, il y a 40 000 personnes qui repartent, et les tracteurs et tout ça. Enfin, les tracteurs étaient partis un petit peu plus tôt. Et j'arrive là, et il allait péter un plomb. Et donc, je lui ai dit, attends, on va les arrêter. Il faut les arrêter d'abord. Et donc, on a décidé de couper la route, de les arrêter, et on leur a expliqué qu'on allait faire comme un immense rond-point. Un sens de circulation. Oui, un sens de circulation. Ça a été long, peut-être un quart d'heure, mais dès que ça a été fait... Mais ce soir-là, alors là, j'ai eu pitié, enfin, pas pitié, comment on peut dire, j'ai été en empathie avec les pauvres gendarmes qui, dans leur métier, c'est de faire la circulation. Quand vous êtes dans la... il faudrait un masque. Hein. Parce que là, on s'en ramasse. Hein, Moi, si je meurs, ça se trouve. Une retraite que pour ce week-end.
Voilà, c'était impressionnant. On a dû être 3-4 heures hein, quand même. Hein. Et ça... Ouais. Bien, on pourrait continuer beaucoup comme ça les anecdotes. Moi, je propose qu'on passe tout de suite, parce qu'il y a eu entre 2012 et 2018, il y a eu quand même 6 ans où on a continué, rappelez-vous les grandes manifs de 2016, hein, sur la 4 voies et sur le Cheviré, le champ des bâtons, tout ça, c'était des moments où Vigneux était impacté aussi beaucoup par les voitures qui se garaient partout, et voilà. Mais bon, il est déjà 9h30 et on pourrait rester longtemps. Mais je propose qu'on passe tout de suite au 17 janvier 2018. Comment est-ce que vous avez appris la victoire et comment vous avez réagi? Et voilà. Je vais raconter mon anecdote à moi pour dire comment moi j'ai appris la victoire. Donc le 17 janvier, c'était mercredi. Mercredi, et Édouard Philippe parlait à 13h. Ouais. Hein. Et le mardi après-midi, je reçois un texto de notre belle-fille, la compagne de Benjamin, pour ceux qui connaissent, Caro, qui m'envoie un petit texto. Bravo, super, Notre-Dame-des-Landes arrêtée. Bon, je dis, écoute, moi j'attends, demain midi, on verra. Hein. Elle me dit, si, toujours par texto, Nantes Métropolitain et moi, ils savent que Notre-Dame-des-Landes va être arrêtée demain. Donc là, c'était un premier truc. Donc on a commencé à se passer des coups de fil et tout ça. Et puis par contre, ce qu'on avait comme information aussi, en contrepartie, on nous disait, par les canaux un peu plus haut, que ça allait être assez terrible pour la ZAD. Donc on ne savait pas trop, quoi, jusqu'au mercredi midi, devant le discours d'Édouard Philippe, on ne savait pas trop sur comment on allait être mangé, quoi. Hein. En tout cas, c'était le mardi après-midi que l'info est arrivée dans les circuits de Nantes Métropole et d'ailleurs. Alors vous, comment est-ce que vous l'avez appris? Vous étiez où? Les gens n'ont pas pris la parole, ça serait sympa. Oui, ceux qui n'ont pas... Faut y aller, Christelle. Allez, Christelle. Alors, Christelle Le Boutière, moi j'étais au boulot, à Nantes Métropole Habitat, dans mon bureau. D'accord. Et je regardais sur mon téléphone la vidéo en direct, là, pour avoir l'annonce. Et j'étais toute seule. J'ai fait le tour des couloirs parce que j'avais envie de partager le truc. Mais dans les bureaux, c'était pas tout à fait les mêmes. On n'a pas tout à fait les mêmes. Enfin, le même partage, quoi. Donc on n'avait pas du tout les mêmes visages. Hein. Oui. Voilà, donc je me suis sentie un peu seule, mais bon, le soir, on a retrouvé les voisins, etc. Et on a pu fêter ça ensemble, ouais. Guy. Alors moi, j'avais décidé ce jour-là d'aller à la pêche pour ne pas être occupé à autre chose en attendant. Et mon épouse devait me téléphoner, donc là j'arrive à la pêche, là-bas à Viuro, entre autres. Il y avait un collègue qui était là, que je connaissais, je ne sais pas d'où il était d'ailleurs, mais je le voyais souvent. Il me dit, c'est ce matin que ça se décide pour l'aéroport. Je dis, oui, d'accord, c'est ça. Hein. Et il y a mon épouse qui vient me téléphoner pour me donner le résultat. Et puis elle téléphone vers 13h ou 13h30 en disant que c'était abandonné. Je lui dis ça. Oh, le voilà d'une colère, d'une furie épouvantable. Et puis, bon, du coup, moi je me suis dit, non, c'est bon, je ne discute pas avec la peine. Hein. Et bien, moi je suis bien content, en tout cas. Et puis voilà. Et moi je pense à mes petits-enfants, enfin le baratin. Toujours le même. Non, moi je me rappelle simplement, c'est qu'un peu avant 13h, il y a eu une intervention de Retailleau où il était parti en colère en disant que, enfin, lui, il nous avait dit en fait en creux que c'était abandonné. Donc en fait, la surprise quand c'est arrivé à 13h, effectivement, le discours d'Édouard Philippe, bon, c'était plus vraiment une surprise, quoi. Et évidemment, Retailleau, là, quand il est parti en vrille, là, c'était un grand bonheur, hein, franchement. Michel, comment est-ce que tu as vécu ça, toi qui n'as pas parlé encore? Moi, j'aime pas beaucoup parler. Moi, j'ai vécu très très bien le fait que ça n'allait pas avoir lieu. Parce que pour moi, c'était insupportable. À l'origine, avec mon compagnon,
On venait de Paris et on venait à la campagne. Et on n'avait pas su à ce moment-là qu'il y aurait un aéroport. On ne s'était pas bien renseigné. On a fait construire la maison et tout ça. Donc voilà, le jour où on a su que ça n'aurait pas lieu, c'était une grande joie. On a dû manger du gâteau et boire du champagne. Je voudrais dire que ce jour-là, donc nous on l'a appris aussi à 13h. À 13h30, on était sur la ZAD, et au Limambou. Oui. Je crois qu'il n'y avait que nous. Une sacrée ambiance. Oui, parce que tout Et le monde était à la avec Rosière. tous les zadistes, et c'était open bar. Et j'ai des images vidéo absolument exclusives. Parce que là, les zadistes ont accepté de se faire filmer. Ce qui était rare. Et donc là, c'était la grande victoire. Puis après, je suis allé à la grande fête médiatique de la Vacherie. Puis j'ai vu une Madame Bello qui était en train de pleurer, je crois. Et je crois que je l'ai en vidéo en train de pleurer. Je dis, bon, ouais. Pleurer de joie. À chaque fois que je vois Patrice, il me dit « Ah, c'était belle photo !» Écoute, on va les mettre aux archives. Non, mais voilà, j'ai aussi sur l'opération César, vous avez tout à l'heure parlé de cette chaîne humaine qui portait les fondations de la maison qui allait être bâtie. J'ai les images, si vous voulez. Là aussi, j'ai eu du mal parce que certains m'ont dit, un jour, ce jour-là, il y en a un qui m'a dit, un zadiste qui m'a dit, bah, tu auras au moins fait quelque chose de bien dans ta vie. Parce que je filmais ça. Et je lui ai répondu, qu'est-ce que tu connais de ma vie, toi? Voilà. Alors, d'autres réactions sur cette victoire? Vas-y, Vincent. Alors, moi, je pose une grosse boîte de menuisier charpente, sûrement. Et donc, quand j'ai appris ça, pas de bol, je croise mon boss le soir, et je le vois arriver, et je dis, on a gagné. Il dit, ouais. Ah, vous avez gagné, ouais. Je dis, oui, mais nous, on s'est battus, hein. Puis il est parti la queue entre les jambes. Moi, je veux bien parce que c'est vrai qu'on l'avait arrosé à la maison avant, mais on est allé le soir à la vacherie. Et moi, ça a été aussi un moment très fort émotionnellement, parce que tout le monde avait une petite bouteille de cidre ou pas. Et là, c'est le seul soir où les zadistes, effectivement, ils nous ont embrassés. Enfin, là, on était vraiment ensemble. Quoi. Ça a été le dernier moment là, après. Mais c'était extraordinaire. Quoi. Les gens étaient complètement allumés. Quoi. Ouais, ça a été très très beau. Ouais, une très belle fête. Alors, je ne sais pas si vous finissez sur cette note-là, Régis, tu veux... Non, c'était juste sur l'histoire de la vacherie. Là. Ce soir-là, il y a quand même une différence de réaction très nette. Où nous, vous, les gens du coin, on avait tendance à être soulagés, à s'embrasser, mais plutôt à rester calme. Et la ZAD était plutôt festive. Mais nous, on n'était pas festifs finalement. On était contents, mais peut-être contents de les voir, mais il y avait une très belle différence. Il y avait beaucoup de monde, hein, chacun, c'est ma réaction. C'était quand même une différence. Nous, on était dans le soulagement. C'est pas la même chose que le festif. Ah, mais j'ai pas ressenti ça. Ouais, c'était quand même très joyeux. Oui, oui, c'était joyeux, mais attention. Et puis, on avait fêté ton père aussi, je trouvais ça bien. Et puis après, il y a eu le nettoyage de la D281, où l'équipe de Vigneux s'est bien investie aussi. Est-ce qu'on en dit 2 minutes avant de clore la soirée? Allez. Ah oui, je viens de dire, hein, je suis allé 2 fois. Ouais. Avec Bernard, mais qui me surveillait, hein, parce que un vieux comme ça, et j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que va se passer? Bon. Alors donc, il m'avait à l'œil, et ça s'est très bien passé. Et puis la deuxième fois, je suis allé, et là, ce sont les zadistes qui m'ont pris en charge. Alors j'ai commencé à ramasser, on était chargé de ramasser des pneus dans une remorque, mais qui était haute comme ça, là. J'arrivais pas à monter, alors ils me poussaient dedans. Depuis un moment, ils ont dit quand même, allez, tu vas toi dans le tracteur, et puis tu vas rester toute la journée. Alors j'étais avec Cyril, voilà, j'ai passé une journée formidable. Voilà. Mais les zadistes étaient magnifiques, super. À part les Espagnols qui m'ajoutaient. Oui, un petit coup sur les Espagnols, Bernard, vas-y. Non, mais on s'est frotté un petit peu, quoi. Moi j'ai une anecdote par rapport aux Espagnols. Allez, vas-y, les Espagnols. Toujours par là, c'était avec Gaëtan. Gaëtan qui n'était pas habitué à aller sur la ZAD. Et donc c'est un voisin, j'avais réussi, tu connais aussi, j'avais réussi à l'emmener et c'était sa voiture, il me semble, et c'était ma remorque. Et nous, moi j'avais décidé de ramasser tout le verre.
comme il y en avait qui ramassaient les pneus, nous on ramassait les verres. Et on était sur la 280, quoi. Et on passe devant les Espagnols. Là. Et moi, je ne savais pas qu'ils étaient énervés, quoi. Donc on passe, et c'est vrai que je me fais toujours avoir bêtement. Bref, moi je m'en vais pour ramasser les bouteilles, et il a dit, ah, touche pas à ça. Et puis là, tout de suite, j'ai compris que c'était pas pas la rigolade, mais j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et il me dit, nous on fait des sculptures avec tout ça. Bon. Parce qu'on tourne là, c'est vrai. D'accord. On tourne à faire. Et puis bon, bah, mais après, je savais qui ils étaient, quoi. Hein. J'avais compris que là, le lendemain, je repasse. Là, c'était ma. Non, c'était encore Gaëtan. Et pareil, ils étaient là, mais là, tout énervé. Et puis, ils commencent à nous insulter et tout ça. Et puis, ah, oui, parce que Gaëtan avait touché un chien, soi-disant. Soi-disant. Bon, mais on roulait peut-être à 3 à l'heure, hein, quand même. Hein. Bon. Et donc, puis il y en a un qui est sauté. À mon avis, il prenait quand même des choses bien énergiques. Il a sauté sur une table comme ça. Et puis, il se met à gueuler. Et puis, il dit, hé, que je lui fais comme ça pour le chien. Non, putain, moi je l'ai mangé. Moi je l'ai mangé. Mais ça, on parlait juste. Si, il était, attends. Oui, il était, oui. T'as pas dit. T'as dit que. Oui, j'ai fait juste le geste. Non, t'as dit, moi je les mange. Oui. Ah ouais, les chiens. Alors là. Alors là, c'est. Ah ben il s'énerve, quoi. Pourquoi tu l'as dit ça? Là, j'ai eu peur. Par contre, là, j'ai eu peur. Quelqu'un avance doucement, mais il faut y aller. Mais c'était dans les 2 premiers jours, lundi ou mardi, ça? Et là, j'ai vécu des choses pas bien non plus, parce qu'il y avait une fille qui conduisait un tracteur, que je vois encore quelques fois, et je lui ai dit, ben, c'est pas possible. Mais il a dit, il s'est rien passé. Et là, moi, je pensais que vous alliez vous faire casser la gueule. Ah, oui, aussi, j'ai dit, là, on est mal parlé. Non, elle avait rien vu, il s'était rien passé, et il y en avait 2 ou 3, ils n'avaient rien vu. Non, ils ne voulaient pas dire que c'était pas vivable, que c'était pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces Espagnols? Au lama fâché, c'était chaud. Ah bah, au lama fâché aussi. La route a été nettoyée, et puis voilà, elle est belle, hein, maintenant. Alain, pour terminer. On m'a fâché, j'y étais moi, de lundi et le mardi, j'avais arrêté ma mission intérimaire pendant 2 jours. J'étais avec mon camion, et puis déjà en arrivant aux Ardillères, il y a un journaliste qui arrive qui me dit quel truc? Il a dit on revient sur nos terres, c'est tout. Je lui ai dit, puis après il dit je file dans le cortège pour aller dégager là-bas. Puis au mois fâché, je sais que je suis reparti chez Jean-Luc chercher une tronçonneuse pour couper 2 ou 3 branches. Et quand je suis revenu, là, ça avait monté d'un cran le mois fâché. Et alors, il y avait Sylvain qui me voulait. Je vais voir Sylvain, je lui dis quand c'est qu'on coupe les branches? Il dit attends 2 heures au moins, parce que au moins 2 heures, que ça se calme. Et après, je les ai envoyés aller au sabot, là, nettoyer. Pendant qu'ils sont partis là-bas, c'est là que j'ai pu jouer de la tronçonneuse un peu. Pour m'en dévier un peu la route, momentanément, pour respecter le truc. Et là, j'ai passé 2 heures avec 2 ou 3 un peu bien radicaux, à expliquer depuis 73 tout ce qu'on avait fait nous aussi avant et avant vous, parce qu'ils disaient ouais, nous on est là, c'est grâce à Bleu Victor. Je dis on a été là avant toi. Là, je montais moi aussi dans les tours un peu, puis il était à nous dire que c'était grâce à eux, puis qu'il fallait que c'était mieux que ça. Je dis si c'est les Bleus qui viennent vous démonter la cabane que vous souhaitez, je dis les gars, la FNSEA, c'est elle qui tient la Chambre d'agriculture, je dis vos petits projets là, vous les foutez dans le cul bien profondément, et vous repartez avec. Il dit vous êtes trop con. Je dis on peut démonter la cabane et la mettre là. Et à la fin, il y en avait 2 ou 3 qui commençaient à. Alors j'ai dit comme ça en venant manger le midi, j'ai dit je crois que j'en ai retourné la tête à 2 ou 3 qui commencent. Il dit non, tu n'as pas retourné la tête, tu as remis la tête à l'endroit. C'est la réponse que j'ai eue. 2 ou 3 anecdotes. Jean-Marc Ayrault est venu inaugurer la mairie de Vigneux, un grand moment à Vigneux. Il y a pas mal qui s'en rappellent. 11 mars. Je n'ai pas retrouvé. 11 mars, quelle année? 2007. 2005. On va le dire. La veille, on avait entrepris de faire quelques peintures. Beaucoup de gendarmes dans les parages. On décide avec nos amis qui faisaient des peintures nocturnes de faire quelque chose. Ça déraille, on ne se rappelle pas bien pourquoi on ne l'a pas fait. Et Vincent, je ne sais pas pourquoi, têtu qu'il est, il dit moi j'irai quand même. Je suis allé tout seul, ils ont fait une réunion de question municipale la veille justement. Je suis allé tout seul sur le parking, et je t'ai écrit ça sur le parking tout seul. En face de la salle de réunion. En face, la salle de réunion où ils étaient en train de statuer.
tout seul, sans guet à côté pour prévenir si... Je me vois encore. Et le lendemain, donc le lendemain matin, par hasard, j'avais un courrier à mettre à la poste, je ne viens jamais d'habitude. Et là, je vois le monsieur Ménager et la police municipale qui dit « Oh le con, putain, il y a un mec qui a réussi à nous peindre le parking, bordel !» Allez, on va arrêter sur ces notes là. On va continuer, mais hors caméra, d'accord? Parce que là, tu continues, toi. Et moi, je disais, heureusement, la mairie n'a jamais été peinte. Parce que moi, je ne voulais pas en tout cas la mairie. Enfin, parking, c'est différent. Merci à tous, on continue.